comme il l'a déjà fait hier, mais d'une manière non moins scientifique, mais avec beaucoup plus de vulgarisation ce soir, de manière que tout le monde comprenne. Et je suis content que, je dirais, comme ma femme me dit, notre fille de 9 ans a compris. Voilà. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée à tout à l'heure. Merci Philippe. Donc voilà, en avant-propos, pour ceux qui sont venus hier, vous avez eu la conférence, je dirais, plus technique aujourd'hui, puisqu'il y a normalement moins de gens qui sont des scientifiques que d'autres. Je vais essayer de vous expliquer ça en d'autres mots. Alors le problème, évidemment, c'est que ceux qui ont un lourd bagage technique vont peut-être déceler des erreurs qui sont dues à des simplifications, parce que chaque fois qu'on simplifie quelque chose, eh ben, on fait des erreurs, c'est logique. Donc, pour cela, veuillez reprendre la conférence d'hier. Elle sera publiée sur le site, je pense, de l'Institut. Et donc, vous aurez l'information purement scientifique. Et vous pouvez toujours m'envoyer des mails par rapport à des questions totalement scientifiques. Je y répondrai avec plaisir. Laissez-moi juste le temps de le faire, puisque je voyage énormément et je suis rarement en Europe. Bon. Donc, comme Philippe l'a dit aussi, pour moi, la découverte de Nassim Haramein a été un choc. Et ce choc ne s'est pas arrêté uniquement à la logique cartésienne. Nassim Haramein est quelqu'un qui est assez complet et qui se pose des questions sur tout ce qui n'est pas logique, justement. Il aime raconter que dans sa scolarité, il a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce qu'il n'aimait pas ce qu'on lui inculquait de force ou ce qui n'avait pas de sens. Et il apprécie la petite histoire que vous connaissez peut-être, quand on lui a appris les dimensions à l'école primaire, on lui parle des dimensions, on dit voilà, un point, il n'y a pas de dimension, ça n'existe pas. Avec un ensemble de points, on fait une droite, vous avez la première dimension, ça n'existe pas non plus. Vous prenez 4 droites que vous mettez ensemble, vous avez une surface, une deuxième dimension, ça n'existe pas non plus. Et puis enfin, vous prenez 6 plans de surface, vous avez un cube, et là, c'est quelque chose qui existe parce qu'il y a un volume. Lui, logiquement, se pose la question, si jamais il y a un point qui n'existe pas, qui fait une droite qui n'existe pas, qui fait un carré ou une surface qui n'existe pas, qui fait un cube, ben, le cube, logiquement, ne devrait pas exister non plus. Donc, dans ce raisonnement, il y a quelque chose de foireux. Et en fait, ça provient des démarches scientifiques. Tout simplement, on essaye d'expliquer des phénomènes, on essaye d'expliquer des choses, mais au départ, on pose des hypothèses. Et le danger en science, ce n'est pas de poser des hypothèses, certainement pas, c'est de croire qu'elles deviennent la vérité. Et souvent, les gens qui vulgarisent la science en font des certitudes. Du coup, on apprécie beaucoup les certitudes. Et j'étais le prototype même de l'ingénieur, je dirais, costume, cravate, attaché caisse, un peu limité. Et au moment où j'ai rencontré Nassim, je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, ce type raconte des bêtises. Puis j'ai été plus loin. Et après, évidemment, quand j'ai été ébranlé au niveau scientifique, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu complètement mon esprit scientifique, que j'étais juste formaté, et un bon élève, entre guillemets, un bon citoyen, j'ai regardé aussi ce que faisait Nassim à côté de ça. Et j'ai vu ses travaux, ou ses remarques en tout cas, concernant par exemple les pyramides. Ben, j'avoue que c'est plus mon domaine, la construction, et que quand j'ai regardé ces arguments, ça m'a aussi fait poser question. J'ai aussi été ébranlé dans ce genre de certitude. Quand on regarde des livres, on se dit, ben oui, ça a été fait comme ça, mais finalement, on se pose de moins en moins de questions. Et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir revenir aux questions initiales finalement, et de juste se poser si ce qu'on vous présente est juste. Et vous avez évidemment le devoir, je trouve, de faire ça vis-à-vis de ce que je vous présente ici aussi. Sinon, je ne serai absolument pas cohérent. Donc, la présentation est structurée exactement de la même façon que celle d'hier. Ce sont juste les commentaires
qui vont changer. Vous avez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc l'introduction, un cadre théorique. Alors, si jamais Nassim avait donc juste développé un volet de plus au modèle standard, on dirait, ah ben oui, quand on a fait la théorie des cordes, finalement, on ne s'est pas posé la question de la véracité de la théorie des cordes. On s'est dit, c'est quelque chose qui doit être admis, puisque c'est des professeurs d'université qui le donnent, c'est quelque chose de tout à fait structuré, c'est normal, ça paraît simple, ok, même si jamais on ne comprend rien finalement, c'est que ça doit être bon. En fait, finalement, au moins on comprend, en plus ça paraît quelque chose de vrai. Ici, ce qu'on va vous montrer, c'est hyper simple. Et c'est pour ça que c'est important de voir qu'il y a un fondement scientifique et de voir d'où vient ce fondement scientifique. De peut-être aussi comprendre pourquoi ça fait 70 ans qu'on pratique des sciences, qu'on développe un modèle qui passe à côté de 96% de la matière de l'univers et que finalement cette démarche, on la retrouve partout. Elle est logique, elle est normale, il faut se poser des questions, mais il faut aussi parfois aller plus loin. Donc on va brièvement voir la métrique de Schwarzschild, on va plus en détail vous montrer ce que c'est qu'un trou noir, expliquer le principe holographique, puisque la théorie de Nassim dérive de ce principe, parler de la théorie quantique, vous montrer que les certitudes d'il y a quelques années ne sont peut-être pas aussi certaines qu'on pourrait le croire, puisque même le rayon du proton a diminué. Et enfin, vous parlez d'interaction forte, puisque dans la proposition, la théorie que Nassim vous donne, elle va disparaître normalement. Si jamais le courant principal adhère avec la définition de la masse et de la gravité holographique de Nassim, il n'y a plus aucune raison d'avoir une force forte, une interaction forte. Il n'y aura plus non plus d'ailleurs d'interaction faible. On va donc se retrouver exactement au même stade qu'on se retrouvait en 1910 quand on n'avait que deux interactions, la gravité et la force électromagnétique. Sauf que, à cette époque, l'une était discrète et l'autre pas. Maintenant, les deux vont être discrètes, donc on va pouvoir unifier ces grandes interactions. Ce qui est quand même quelque chose d'assez sympathique, sans compter qu'en plus, si ceci est validé, on va aussi pouvoir effacer finalement les séparations qu'il y a entre les physiques quantiques et les physiques des grands espaces, les physiques cosmologiques et autres. Ça peut donc changer pas mal de choses. Donc la deuxième partie, ça va être le travail de Nassim. Je vais insister sur le fait que Nassim est donc en train de faire des recherches dans beaucoup de directions différentes. Mais ici, ce sera plutôt physique, mais Nassim recherche aussi bien des choses au niveau historique qu'au niveau énergie libre. Lorsque on était là avec Jean-Jacques et Isabelle, il y avait par exemple Michael Tallinger qui était là aussi et qui discutait des millions finalement de sites qu'on retrouve en Afrique du Sud, et ce sont des sites où ce sont des monticules fermés, et le courant principal historique nous dit, ben voilà, c'était là-bas qu'on mettait les chèvres. Mais il n'y a pas de porte, il n'y a rien, donc il fallait porter les chèvres de 3 mètres, les jeter à l'intérieur, et on ne sait pas comment les retirer. Et il y a des millions de constructions comme ça. Et c'est expliqué, on dit, mais non, c'est ça. Et lui dit, mais non, c'est certainement pas ça. On dit, t'as fait un PhD, Lucky? Bah non, alors fais-toi. Et c'est comme ça souvent que ça fonctionne, mais Nassim en fait est en train de recevoir toutes ces personnes, de discuter avec eux, et ça fait vraiment un centre de recherche qui, j'espère, ne sera plus alternatif, mais deviendra peut-être quelque chose qui deviendra officiel dans la mesure où il y a des choses à dire, il y a des choses à apprendre de tous ces gens. Ok,
Finalement, si jamais je veux reprendre le début de la théorie sur laquelle Nassim Haramein se fonde, elle provient de la première fois où on a eu besoin d'un trou noir. Un trou noir, c'est quoi? D'après la définition classique, c'est un truc qui fait très peur, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui absorbe tout, entièrement tout, qui dévore tout. Et donc, par conséquent, je me dis, si ça dévore tout, je devrais être aussi dévoré par ça. On devrait tous être attirés. Et donc, la plupart des gens, et en tout cas une vingtaine d'années, quand on a donné cette définition, que l'attraction gravitationnelle d'un trou noir, c'était quelque chose d'énorme, de colossal, on a dit, ben oui, ce sont des objets qui sont purement théoriques. Ça n'existe pas, évidemment, parce que si jamais ça existait, ben, on serait tous avalés. Partant de ça, évidemment, ça a posé des problèmes. Et les gens qui ont essayé de développer la théorie des trous noirs ont dû changer l'idée qu'un trou noir était ça. Mais rien que le fait qu'un trou noir, qu'on puisse mesurer la gravité, le champ gravitationnel du trou noir, prouve qu'il y a une émission. Donc déjà, le paradigme de départ est déjà erroné. C'est certainement un objet qui attire, qui a une force gravitationnelle, oui. Et pourquoi est-ce qu'il détruit tout? Parce qu'on ne le voit plus. C'est une conclusion qui est évidemment assez hâtive. Et donc la première fois que Einstein a donné son équation, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué et il ne pensait pas qu'on puisse trouver une solution assez facilement. Or, il se fait que pendant la guerre, en 1915, je pense, Karl Schwarzschild était en convalescence. Il trouve un journal avec les équations d'Einstein et il se dit « Oh, ça me paraît à mon niveau ». Qu'est-ce qu'on fait quand on résout ce genre d'équation? On pose des simplifications. On dit « Ok, on met un cadre de référence, parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué ». C'est normal. Personnellement, quand je résous une équation, ben, je fais ça aussi, on met des conditions de distance, on met plein d'autres trucs, et on s'arrange pour la rendre plus facile à résoudre. Et en mettant son cadre de référence, évidemment, Schwarzschild, lui, il va supprimer la rotation, il va supprimer le couple, bref, il va s'arranger pour qu'on soit dans un espace fixe. Et en faisant ça, il arrive à l'intervalle, et il définit ici un certain rayon, qu'on va appeler plus tard le rayon de Schwarzschild, et qui correspond justement à un trou noir. Mais, pas de problème, c'est purement une solution mathématique, ça n'existe pas évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être un trou noir? Donc c'est une solution qui fonctionne et qui sert finalement à expliquer. Vous avez ici l'explication où on vous dit, ben voilà, le rayon de Schwarzschild, il va se trouver quelque part ici. On a donc une masse qui est ici, qui déforme l'espace-temps, et vous avez une force d'attraction. Cette force d'attraction, elle est due à la courbure de l'espace-temps. Personnellement, moi, quand on m'explique ça comme ça, je ne comprends pas du tout ce que c'est que la gravitation, et je ne comprends pas du tout ce que c'est que la force d'attraction. Par contre, si jamais j'imagine une mate-monte, vous imaginez un globe terrestre, et vous imaginez que vous êtes sur l'équateur, vous et votre copain, vous vous mettez à 2 méridiens. Vous êtes donc tout à fait parallèles l'un à l'autre. Pour l'instant, à l'équateur, vos méridiens ils sont parallèles. Et vous dites, je vais tout le temps rester perpendiculaire à l'équateur, et je vais aller tout droit. À un moment ou à un autre, vous allez vous rejoindre. Où ça? Au pôle. Et vous allez vous dire, ben mon copain, il a une force d'attraction, il m'a attiré à lui. Là, vous comprenez ce que c'est que la courbure de l'espace-temps, et vous comprenez que c'est parce qu'il y a cette courbure de l'espace-temps que vous vous êtes rapproché de votre copain. Et c'est ça, en fait.
l'attraction gravitationnelle dans ce cas-ci. Quand on calcule et quand on solutionne les équations de Schwarzschild, on mesure le rayon de Schwarzschild par exemple du Soleil. Le Soleil, c'est quelque chose qui est énorme par rapport à la Terre, on est tout petit. Le rayon du Soleil est de en un peu moins de 700 000, je crois que c'est 694 000 km. Le rayon de Schwarzschild pour le Soleil, c'est un objet qui sera de moins de 3 km, 2 km 97. Et quand on calcule la solution de Schwarzschild par rapport à la distance, on se rend compte que la distance Terre-Soleil, qui est énorme, elle va avoir en fait 8 km de plus. C'est pas beaucoup 8 km. Mais lorsque vous avez, prenez une paille dans vos doigts et essayez de mettre 2 mm de plus, qu'est-ce qu'elle va faire, votre paille? Elle va se courber. Vous allez donc obtenir un espace-temps courbe. Donc, si 1 ou 2 mm sur votre paille courbe votre paille, ici, évidemment, 8 km, ça va avoir une bonne influence sur la courbure de l'espace-temps. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous disais qu'on était tout petit. Voici de quoi vous rappelez ça. Vous voyez que la Terre se trouve un peu plus grande, mais nettement plus petit, par exemple, que Jupiter et autres. Mais vous avez Arcturus, vous avez Aldélamran, vous en avez plein d'autres qui sont énormes, colossales. Et de nouveau, c'est intéressant parce que Nassim, puisqu'il n'a pas un parcours académique, mais il n'arrête pas d'étudier, sa source d'inspiration, c'est ce qu'il voit autour de lui. Et qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Il voit des sphères et il voit de l'espace. Donc, par conséquent, il va commencer non pas à réfléchir à des cadres de référence et à essayer de faire rentrer des choses dans ce cadre, mais au contraire, il ouvre son esprit et il dit, ben tiens, que ce que je vois des sphères. Tiens, peut-être que la sphère pourrait se retrouver partout, peut-être que la sphère peut avoir un rôle dans ce qui va suivre. Donc, on a vu comment fonctionnait la force gravitationnelle. Je vais encore vous donner la définition, parce qu'elle est importante, je pense, de bien comprendre aussi d'un point de vue mathématique en quoi consiste la définition de cette force gravitationnelle. En physique quantique, elle pose un problème, et pourquoi cette force gravitationnelle pose un problème en physique quantique par rapport à la physique cosmologique. Quand vous regardez la formule gravitationnelle, vous avez la force gravitationnelle est égale à la constante qu'on appelle constante gravitationnelle qui a été découverte par Cavendish, donc multipliée par le produit des masses par la distance qui les sépare au carré. Quand on parle de masse comme la Terre, 10 exposant, je ne sais pas, 24 ou 30 grammes, 30 kilos plutôt, ben dans ce cas-là, on est dans des valeurs qui sont élevées. Pourquoi est-ce qu'il faut une valeur élevée? Parce que cette fameuse constante gravitationnelle, elle vaut 6,67 fois 10 moins 11 kg, etc. Ça veut dire que vous avez déjà 10 exposant 11. Il faut déjà avoir quelque chose qui est au moins dans les masses de 10 exposant 11 kg avant de sentir cette force gravitationnelle. Ça veut dire que si jamais toi tu pèses plus ou moins 50 kg, moins 100, avec 150 kg, avec les 10 moins 11, bon allez, je vais mettre même 200 kg, ça va faire 2 fois 10 exposant 2. Donc on aura une force gravitationnelle entre nous, si on était à 1 mètre de distance, de donc 10 moins 11 et 10, 2, on aura donc 10 moins 9 newtons. Ben, tu ne te sens pas très fort attiré par moi. Logique. Donc, ça fonctionne avec les corps, les astres, etc. Ça ne pose pas de problème. En plus, donc,
puisque la distance est élevée au carré, au plus je m'éloigne, au plus ce terme devient grand, au plus ma force va faire quoi? Si je double la distance, je vais avoir une force qui est divisée par... Allez les gars, par 4, tout simplement. Donc on voit que plus on est loin, plus cette force diminue. Maintenant, si je prends le cas des protons ou le cas de la physique quantique, mais je suis déjà dans l'ordre. Les protons, ils pèsent combien? Ben, en tout cas, celui qu'on mesure nous, avec nos méthodes de spectroscopie de masse et autres, on va les avoir dans les 10-13. 10-13 et 10-11, même s'ils sont tout petits et tout prêches, il n'y aura pas d'attraction. Il y en aura moins qu'entre monsieur et moi. Or, les protons, entre autres, ils sont positifs. Si vous prenez deux aimants, c'est le même principe, et que vous mettez les pôles nord et pôles nord ensemble, vous pourrez toujours essayer de courir. Pour les mettre ensemble, ça ne marchera pas. Avec les protons, qui sont positifs et positifs, pour les mettre ensemble, il faut une sacrée force. Vraiment une sacrée force. Sinon, ils s'en vont. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la force forte. Parce qu'elle est forte. Donc par conséquent, il fallait vaincre cette répulsion électrostatique. Et visiblement, la gravité, en tout cas, pour moi, logiquement comme ça ne peut pas être la force gravitationnelle. À cause de ce que je viens de vous donner. De cette constante gravitationnelle, de la masse des protons, donc il fallait développer quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'on a développé un modèle standard. C'est pour ça qu'on a développé d'autres choses, d'autres interactions. On essaie de comprendre. C'est une démarche tout à fait intelligente. Nassim, lui, il s'est dit, mais voilà, puisqu'il nous faut une masse plus importante, et que, d'après mes recherches, d'après mon intuition, mon feeling, toute la matière est organisée en trous noirs. Est-ce qu'un trou noir pourrait avoir une masse suffisante? Mais avant de répondre à cette question, voyons donc ce que c'est que ces trous noirs, puisque si on part du principe qu'un trou noir est ce dangereux trou qui absorbe tout, bah, on peut arrêter la discussion ici. Puisque les trous noirs absorbent tout, on va tous mourir, c'est fini, bah, alors autant aller boire une bière et faisons autre chose. Donc, un trou noir, c'est quoi? C'est évidemment quelque chose qui a une masse extrêmement importante, et on le définit comme un corps dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Et évidemment, comme ils n'émettent pas de lumière, ils sont noirs. Volontairement, je n'ai pas précisé qu'il y a un rayonnement qui s'en échappe. Parce que dans l'histoire des trous noirs, ce rayonnement n'a été découvert que très tard. Et il n'a pas été découvert parce qu'on analysait les trous noirs. Il a été découvert parce qu'on cherchait à voir si les trous noirs étaient occupés à mettre toute notre physique par terre. Parce qu'en physique, il y a quelque chose que l'on est obligé de respecter. Parce que si jamais ça tombe, alors je ne sais même plus comment je m'appelle. Et ça s'appelle les principes de la thermodynamique. Or, le trou noir, s'il absorbe tout, votre thermodynamique, les gars, elle n'est plus là. Donc, ça remet tout en question, on se retrouve à l'âge de la pierre, ça ne marche pas. Donc, par conséquent, on avait intérêt à trouver que ces trous noirs rayonnaient, et heureusement, Hawking a trouvé que ce trou noir avait bien un rayonnement, sinon notre thermodynamique, c'était fini. Les caractéristiques d'un trou noir, jusqu'ici, vous comprenez? Bon, niveau pour cent, continuons. Les caractéristiques d'un trou noir, donc, vous allez voir en fait
qu'ils ont beaucoup de caractéristiques et que ce n'est pas du tout un machin qui absorbe tout et qui rend rien du tout, que ce n'est pas une prison céleste où on peut mettre la matière et tout. C'est vraiment quelque chose que l'on comprend beaucoup mieux depuis quelques années. Le premier trou noir qui a vraiment été étudié, c'est Cygnus X1, et on peut en fait étudier les trous noirs grâce aux rayons X qu'ils émettent. Quand la matière est surchauffée, quand elle arrive dans l'horizon des événements, on a en fait une serre photonique qui est là, et c'est comme ça qu'on peut les voir. On peut aussi évidemment les voir parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une attraction gravitationnelle qui est extrêmement élevée à cet endroit-là, mais il y a d'autres moyens de les découvrir. Les caractéristiques, donc, des trous noirs, il y en a beaucoup, on va les voir. Les trous noirs aussi, au départ, du temps de Schwarzschild en 1915, ben, c'était des objets mathématiques qui n'existaient pas. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il devait en avoir. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y en a au cœur de chaque galaxie. Intéressant, pourquoi est-ce qu'il y en aurait au cœur de chaque galaxie? Bien, quelles seraient les conséquences d'un trou noir au cœur de chaque galaxie? Mais c'est simplement la rotation de votre galaxie. Est-ce que vous avez déjà vu une galaxie statique? Les galaxies sont en rotation. Et si vous n'avez pas un trou noir, en tout cas, c'est une supposition que je fais, au centre de la galaxie, vous n'aurez pas de rotation. Donc, il y en aurait, ou il y en a au centre de chaque galaxie, mais il y en a évidemment partout ailleurs. Donc, ils sont nombreux, et chaque jour, on en découvre maintenant. Quand vous allez sur le site de la NASA ou autre, vous allez voir que de plus en plus, on vous dit, tiens, il y a un trou noir là-bas, il y en a un là-bas. Tiens, on voit deux trous noirs qui sont en interaction là-bas, qui ont un phénomène de rotation. On mesure au niveau cosmologique que les trous noirs qui sont dans leur influence mutuelle, en fait, ne sont pas spécialement en train de s'absorber, bien que c'est possible, mais qu'ils ont des vitesses relativistes aussi. À propos de la vitesse, est-ce qu'une vitesse relativiste, c'est tellement quelque chose d'exceptionnel? Vous savez que les électrons dans la matière tournent environ 9/10 de la vitesse de la lumière autour du noyau. Mais si vous imaginez la somme des vecteurs de vitesse que l'on a, nous sommes sur une Terre qui a une rotation. On a déjà une petite vitesse. En plus, il y a une révolution. Oula, ça fait déjà un peu plus. Et puis, on est dans une galaxie qui a une rotation et une révolution. On est dans un cluster qui a la même chose, etc., etc. Quand vous commencez à additionner ça, c'est pas mal la vitesse. Donc, de nouveau. Alors, donc, quels sont les types de trous noirs? Jusqu'à présent, on ne peut connaître que 3 types de caractéristiques. Pour un trou noir, tous les trous noirs ont une masse. Ils peuvent être soit chargés électriquement, soit non. Et ils peuvent être soit non rotatifs, soit sans moment cinétique, soit avec moment cinétique. On a donc 4 types de trous noirs différents. Alors, on va retrouver notre seul photon qui permet d'ailleurs de les détecter. Ici, vous avez l'horizon des événements et vous avez ici une singularité. Vous avez ici un trou noir de type de Schwarzschild. Il est donc non rotatif et il est non chargé. Le trou noir suivant est toujours un trou noir qui est non rotatif. Comment est-ce qu'on sait? Tout simplement parce que l'horizon des événements n'est pas aplati. La Terre tourne. Bon, elle est solide, plus ou moins. Quelle est la forme de la Terre? Elle n'est pas ronde, elle est géoïde. Parce que vous avez justement ce phénomène de rotation. Et ici, vous avez une rotation à des vitesses beaucoup plus élevées
Donc on obtient en fait des sphères aplaties, beaucoup plus aplaties. Ici vous avez le trou noir de Kerr, qui est un trou noir qui est en rotation et qui est non chargé, et c'est en général dans cette famille de trous noirs que l'on met les trous noirs que l'on décèle en cosmologie. Voici un exemple de trou noir rotatif et vous voyez bien que l'horizon des événements n'est pas plat. C'est pour ça, n'est pas rond en tout cas, qu'on ne peut pas utiliser le rayon comme valeur de référence, puisque évidemment, comme on n'a pas une sphère parfaitement ronde, et puis c'est aussi difficile dans quelque chose qui a une attraction gravitationnelle aussi élevée de mettre une distance là-dedans. Puisque vous savez qu'un des principes de la relativité, c'est de dire que les distances varient avec l'attraction gravitationnelle. Plus l'attraction gravitationnelle est élevée, plus vous avez une variation. Or ici, nous sommes dans des cas où l'attraction gravitationnelle est extrêmement élevée. Donc, il est tout à fait logique de réfléchir dans les trous noirs en tant qu'horizon des événements, en tant qu'enveloppe du trou noir, plutôt qu'en tant que rayon. Le théorème de la calvitie, et là, de nouveau, je vais reprendre mon texte, mais en deux mots, c'est évidemment un théorème qui est extrêmement important parce que l'information qui se trouve dans la matière, normalement, l'information, on parle d'information énergie ou masse, c'était plus ou moins similaire, mais on retrouve des caractéristiques. Et quand cette information passe dans un trou noir, au départ on pensait qu'elle disparaissait, qu'elle n'avait plus. Donc le premier principe de la thermodynamique ne fonctionnait plus. Mais il y avait aussi un autre problème. C'est que on a de l'information et tout d'un coup elle n'est plus là. Donc le théorème de la calvitie nous dit que les trous noirs ont une sorte d'uniformité. Ils ne possèdent aucun détail, aucun poil, et on peut juste connaître trois caractéristiques: leur masse, leur charge électrique et leur moment cinétique. Et ce, quel que soit le mode de formation et la nature de la matière qui a servi à les former. Si jamais vous avez Mars qui devient un petit trou noir, et que vous avez la Terre qui devient un petit trou noir, malgré qu'il y a plein d'habitants sympathiques ici dessus, etc., on n'aura plus de traces de ça. On n'aura plus que trois caractéristiques. On ne saura pas dire, tiens, ce trou noir qui est là, il provient de la Terre. Celui-là provient de Mars. Il perd toute cette notion d'information. Donc la transformation, par exemple, de la Terre en un trou noir, émet un certain nombre de photons, et donc gravitationnels. Mais l'information véhiculée par ces émissions est insuffisante pour savoir quelles étaient les caractéristiques originelles de l'étoile. Une énorme quantité d'informations sur les caractéristiques originelles de l'étoile doit donc rester à l'intérieur d'eux ou sur l'horizon des événements. De même, quand de la matière est absorbée par le trou noir, celle-ci perd ses poils en émettant des ondes gravitationnelles, mais la quantité d'informations émises par celle-ci est très insuffisante pour retrouver les caractéristiques initiales de la matière absorbée. Il semblait donc que l'importante quantité d'informations connues contenues dans un trou noir ne pourrait jamais en sortir et était même détruite à son entrée dès l'horizon des événements. Pour l'instant, on ne sait pas si la matière peut ressortir d'un trou noir. Nos observations des trous noirs datent d'il y a à peu près 20 ans. À l'échelle cosmologique, 20 ans, ce sont des peanuts. Qui nous dit par exemple qu'à partir du moment où on est dans le centre du trou noir, il ne se passe pas quelque chose, ils ne sont pas reliés à des trous de verre, par exemple, ces fameux wormholes qui permettent de passer d'un endroit à l'autre, puisque dans le modèle holographique, on va voir que la capacité énergétique
proton contient la possibilité de contenir tous les autres protons, comme si jamais les 10 exposants 80 protons de l'univers étaient vraiment connectés à un proton. Donc il y a cette possibilité d'avoir ces petits trous de verre qui sont connectés et qui répartissent l'énergie-masse finalement et l'information. Ce qui serait assez intéressant parce que ça prouverait que mes protons communiquent avec les vôtres. Et je peux plus dire, tiens, celui-là il m'appartient. C'est le mien, reste bien là. Donc cela posait un problème avec la thermodynamique, puisque l'énergie ou l'information est toujours conservée et ne peut pas être détruite. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de l'information, car cela violait le premier principe de la thermodynamique. Ce paradoxe de l'information a trouvé une solution grâce au principe holographique. On va voir le principe holographique plus tard, mais en ce qui concerne en tout cas la thermodynamique, qui est quand même le b.a.-ba de la physique, on se rend compte qu'on est allé assez loin pour expliquer quelle était la thermodynamique des trous noirs. Si les trous noirs, c'est des objets qui n'intéressent personne, je me demande alors pourquoi avoir fait ça. Je rigole parce que, après l'article de Nexus, j'ai reçu une lettre d'un docteur Alexandre quelque chose. Donc, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il était docteur, mais il me dit qu'il est issu d'Amérique, les trous noirs n'existent pas. Ben, monsieur, c'est votre droit d'y croire, de ne pas y croire. Mais je pense qu'on n'est pas au niveau ici de la croyance. Il y a des indices qui prouvent qu'il y a des choses qui sont là, qui ont une masse gravitationnelle énorme. Et ben voilà, maintenant, je pense que vous pouvez trouver en science tout et son contraire. Il y a des médecins qui disent que fumer, c'est bon pour la santé. Il y a des cigarettiers qui ont fait plein d'analyses en disant, ben oui, finalement, ça ne tue pas. J'ai encore vu, notamment, c'était assez comique, dans les années 55, une étude validée par un institut médical qui disait que, en fait, quand on avait une cirrhose du foie, finalement, boire un petit peu d'alcool, ce n'était pas si mauvais que ça. C'était au contraire, ça stimulait les défenses du foie. Ben oui, on peut très bien trouver encore des scientifiques qui vont vous dire les trous noirs, mais ça n'existe pas. Oui, ceci, pas de problème. Mais je ne réponds pas en général à ce genre de courrier. Donc, la thermodynamique des trous noirs et enfin ce fameux rayonnement de Hawking qui a permis justement à la thermodynamique de fonctionner, puisque lorsqu'on a un corps noir qui reçoit de l'information, il doit émettre aussi de l'information. Et le rayonnement de Hawking, qui a été découvert il a évidemment prouvé que les corps noirs émettaient finalement un rayonnement, ce qui a permis la mise en place de ces fameux principes de la thermodynamique. Alors maintenant, comme le nom du dernier papier l'indique, la gravité quantique et la masse holographique, vous avez là-dedans holographique. Qu'est-ce que c'est que l'holographie? Qui nous dit qu'en fait, ce qu'on trouve à l'extérieur exprime l'intérieur. C'est quelque chose d'assez particulier. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un principe holographique, vous regardez simplement ce qu'il y a ici dans cet amphithéâtre, le papier, les bics, les vestes, les lunettes, toutes vos caractéristiques, et tout ce qui se trouve ici, y compris l'espace qu'il y a entre vous, etc., etc., va se retrouver informé sur les murs, les plafonds, le sol de l'amphithéâtre. C'est ça un principe holographique. Il y a des études qui ont été faites et on se rend compte qu'en fait, l'information, ça fonctionne un petit peu comme l'information que vous avez en informatique, 1 ou 0, qu'on appelle un bit finalement. Et c'est ça qu'on va retrouver. Et donc, on va avoir les plus petites longueurs d'onde possibles, qui est la longueur d'onde de Planck, enfin, qui n'est pas la longueur d'onde, qui est la longueur de Planck, mais qui correspond à une onde électromagnétique.
Donc, on va les mettre partout à l'extérieur, et c'est finalement grâce à ces petits volumes de Planck que l'information va être conservée. Et en fait, on a de la marge. Toutes les informations que vous voyez ici peuvent être encodées sur 1/4 de l'horizon des événements. On n'a même pas besoin de tout. Donc finalement, en gros, votre ordinateur a largement la capacité de gérer toutes les informations que l'on va trouver à l'intérieur. Donc, l'information contenue dans le volume d'un trou noir peut être exprimée en termes de bits. C'est ce qu'on va trouver, c'est ce qui donne le terme de modèle holographique. Présenté par rapport à la théorie de Nassing, ça nous donne quoi? L'intérieur est rempli de sphères de Planck, quel que soit le volume. Finalement, mais ici, on imagine qu'on remplit tout cet amphithéâtre de petites sphères de Planck. Et puis, à l'extérieur, il y a les surfaces équatoriales de Planck. Et ici, c'est intéressant, parce que quelle est la surface extérieure d'une sphère? Ça va être 4 pi r carré. Et la surface équatoriale, le disque au milieu, c'est pi r carré. Vous avez donc un rapport entre la surface équatoriale et l'extérieur, la surface de la sphère, de 1 pour 4. Puisque 1/4 de l'information suffit, on peut se contenter de mettre des surfaces équatoriales ici. Ça tombe vraiment bien. Je trouve que la nature elle est bien faite parfois. Donc, voici le principe holographique tel qu'il est résumé ou utilisé dans la théorie de Nassing. Alors, une petite idée de ce que signifie la théorie quantique. Donc, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, où on a commencé à travailler à tout ce qui était tout petit, on s'est rendu compte que, avec les connaissances que l'on avait, la physique classique ne fonctionnait pas. La plupart du temps, on était dans des vitesses relativistes, proches de la vitesse de la lumière, donc les phénomènes d'espace-temps, ça variait. Ça pouvait poser un problème aussi d'incertitude. On ne pouvait pas dire, lorsque je fais un graphique, voilà, je viens de Bruxelles, je vais jusqu'à Belfort, c'est assez facile, je peux dire, 1 heure plus tard, j'aurais fait 120 km de plus, je serai donc à tel endroit. 2 heures plus tard, donc on peut connaître l'espace, si jamais on a la vitesse par exemple, ou on peut connaître différents trucs. Vous connaissez, donc si on a les mètres de temps, on peut connaître la vitesse. Si jamais on a la vitesse, on peut connaître le temps. Si on a l'espace, on peut jongler comme ça. En quantique, ce n'est pas la même chose parce que vous avez l'incertitude. Donc, ça ne fonctionne pas aussi facilement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un des pères fondateurs de la physique quantique, Planck, c'est quelqu'un qui a déjà permis de donner des valeurs discrètes à la physique quantique, puisque finalement, ceci va quantifier l'énergie d'une onde, et on vous dit donc que la radiation émise par un corps noir n'existe qu'en nombre entier, donc quantifié. Donc, ce qui est aussi intéressant de se rendre compte, c'est qu'à l'époque déjà, on a la constante de Planck-Rayleigh qui est égale à h au 2pi, mais ça veut dire aussi que ces petites entités sont en mouvement. Il y a un phénomène de rotation. Lorsque vous voyez, donc Planck utilise une constante proportionnelle entre l'énergie et la fréquence d'une onde électromagnétique pour définir les paquets d'énergie. Donc ça c'était la formule précédente, E est égal à h nu. Donc que l'on appelle quanta et qu'Einstein plus tard appelait photon en décrivant l'effet photovoltaïque. La constante de Planck définit un paquet d'énergie ayant un moment angulaire appelé quantum d'action. Alors le problème que l'on a rencontré à cette époque, c'est que si jamais donc, on avait des quantités discrètes, il fallait pouvoir la positionner dans le champ. Un champ, c'est quoi? Si vous reprenez le graphique avec
la gravité et l'espace qui était courbe, ben on peut dire que c'est un champ. Un champ, c'est quoi? C'est une surface, finalement. Et donc, la mécanique quantique seule est incapable de prendre en compte, enfin, en gros, on vous dit ici dedans, que le champ électromagnétique, lui, ne l'était pas quantifié, mais que les petites sphères, elles l'étaient. Et donc, on s'est posé de nouveau la question, comme démarche, mais comment est-ce qu'on peut régler ça? Et on s'est dit, c'est assez facile, on va finalement étudier quelque chose d'autre, on va donner un petit modèle. Et le modèle, finalement, qu'on va utiliser pour la QFT, donc la théorie quantique du champ, c'est de dire, on a des petits ressorts, des petites masses, et elles vont interagir comme ça. Et en fait, ça fait vraiment comme un petit filet. Vous voyez, vous prenez un trampoline, vous tirez un endroit, et vous avez tout qui va se réarranger, tout qui va bouger. Là, on peut définir le champ à peu près de cette façon-là. C'est ce qui vous donne cette forme ici. Donc, la QFT décrit l'espace comme s'il était rempli de paquets discrets interconnectés d'énergie et d'ondes, comme des petites boules connectées par des ressorts. Puisque une fois qu'on a des petites boules et des ressorts, on est de nouveau dans quelque chose qui est quantifié. On peut compter le nombre de petites boules et de petits ressorts. Bon, bien entendu, quand vous regardez ça, vous vous dites que l'énergie que l'on trouve là-dedans, elle est colossale, elle est infinie. Pourquoi? Parce que vous avez, dans ce qu'on appelle le vide, plein de vibrations, plein de longueurs d'onde différentes. Si vous faites la somme de quelque chose qui est infini, ben vous avez une quantité infinie. De nouveau, si je reprends le raisonnement de Nassim, lui, ce qu'il se disait, c'était qu'on retrouve partout des sphères, mais la seconde chose qu'on retrouve partout, c'est le vide. Le vide est vraiment ce qu'on trouve à toutes les échelles et partout. Entre les galaxies, vous avez du vide. Mais vous avez du vide à l'intérieur de vos atomes. Si vous prenez ce banc où je suis assis dessus et que vous me réduisez de 10-15 mètres, ben je passerai à travers ce banc. Je serai comme si j'étais entouré d'étoiles. La matière, si vous diminuez vos yeux de façon à pouvoir voir à l'échelle de 10-15 mètres, vous allez ici vous trouver comme dans une nuit étoilée, remplie d'étoiles, remplie de planètes. Pourquoi? Parce qu'il y a du vide. Et le vide que vous avez, j'ai fait le calcul, il est facile à faire, entre deux atomes, l'espace que vous avez, si vous mettez ces atomes à l'échelle du Soleil, par exemple, vous aurez une distance beaucoup plus grande que la distance entre le Soleil et la Terre. Donc l'espace entre vos atomes est énorme aussi, une fois qu'on se met à des petites dimensions. Et comme par hasard, correspond aussi à un espace que l'on peut trouver autour de nous, dans le cosmos. Donc le problème que l'on avait en mathématiques, c'est de se voir avec un paquet d'énergie infinie. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie? Parce que si je veux multiplier l'énergie qui est infinie par 2, je vais avoir toujours une infinité d'énergie, ça pose un problème. Comment est-ce que ça varie, l'énergie, quand elle est infinie? Si je veux diviser par 3 l'infini d'énergie, j'aurai toujours l'infini. Si je veux additionner quelque chose, donc mathématiquement, pour voir comment varie l'énergie, mais on ne peut pas la laisser sous forme infinie. Il faut lui donner une valeur pour voir les tendances. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Ben, si c'est infini, il ne se passe rien en fait. Donc, on a normalisé l'infini de l'énergie, ou plutôt l'énergie infinie qu'on a dans le vide. Pour ce faire, on a utilisé donc la plus petite oscillation possible du champ électromagnétique, qui est la constante de Planck. De nouveau, la méthode pour quantifier cette énergie infinie du vide est assez simple et assez logique. On a pris la plus petite partie qui existe. Et on l'a mis sous forme de sphère, on aurait pris des carrés, ça n'aurait pas changé grand-chose. On a rempli le cube
d'autant de petites sphères, autant de petits cubes, peu importe, que l'on a pu mettre ici dedans. Et on a regardé combien il y en avait. Jusque-là, c'est facile. Là où ça pose un problème, c'est que la masse d'une sphère de Planck est très élevée. C'est une particule qui vaut 10-5 grammes. Et 10-5 grammes par rapport à un atome qui en vaut 10-24. 10-24 grammes, un atome, Planck qui est 10 exposant 20 fois plus petit que ça, pèse en fait 10 exposant 15 fois plus ou 10 exposant 19 fois plus. Donc il y a un problème de hiérarchie. Donc directement les gens peuvent dire « Ah ben non, hein, ça ne marche pas, ça ne peut pas exister. Hein. Puisque le proton, comme je le vois, ou l'atome, comme je le vois, il est beaucoup plus lourd. » C'est pas logique, ça n'existe pas. Ben, peut-être que la logique, elle n'est pas comme on croit. Peut-être que c'est la masse de l'atome qui n'est peut-être pas juste. Donc, ce que Planck va nous dire, c'est ben oui, ok, on a un problème de hiérarchie, on sait que c'est ça. Mais par contre, ça correspond à mes calculs, c'est juste. Moi, je dis que la masse de ma sphère de Planck est vaut 10-5 grammes. Je me rends bien compte qu'il y a un problème. Donc, il y a un problème de hiérarchie, mais c'est comme ça. Ce qui est aussi intéressant, et ce qui a posé énormément de problèmes à l'époque, c'est de se rendre compte que toute la matière connue de l'univers ne pèse que 10 exposant 55 grammes. Donc toute la matière connue de l'univers pèse moins que notre petit centimètre cube. Or, vous avez vu la taille de certains mastodontes tels qu'Aldebaran, etc., etc. C'est quelque chose de colossal. Pour vous donner une idée, le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, Sagittarius A, pèse environ 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Bon, on n'est pas dans des petits, mais malgré tout, chaque fois qu'on veut mettre tout l'univers connu, la matière connue là-dedans, on arrive à un chiffre dérisoire par rapport au vide. Ce qui peut en fait avoir des conséquences sur la suite du raisonnement. Finalement, c'est quoi ce que vous voyez? Ce qui est défini, la matière qui est définie. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le vide qui définit la matière plutôt que la matière qui définit le vide? Quand vous avez une feuille noire et vous dessinez un petit point blanc, c'est l'ensemble du noir qui va définir la frontière du point blanc. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas tout tant qu'à faire? Donc, la théorie quantique nous a donc dit mathématiquement que le vide ne l'était pas. Bien entendu, ça restait une théorie. Donc il fallait essayer de trouver des preuves que ce vide n'était pas vide. Alors il y a une expérience qui a été énormément contestée à l'époque, et qui l'est toujours, je pense, parce qu'il y a toujours des gens qui vont la contester. C'est une expérience assez intéressante. On a deux plaques, et il est tout à fait compréhensible, et on sait que le vide n'est pas vide, mais il est plein d'ondes. Et donc, il y a des ondes, je dirais, en tout cas des multiples d'ondes, de toutes les tailles différentes. Si vous prenez deux plaques comme ça, ben, toutes les ondes qui sont plus grandes que celles qui peuvent être contenues dans cette boîte doivent partir. Si je diminue, ben, toutes les ondes qui sont plus grandes que cette taille-ci, qui ont cette longueur d'onde, doivent partir aussi. Et vous comprenez qu'à un certain moment, il y aura beaucoup plus d'ondes à l'extérieur qu'à l'intérieur de mes plaques. Et donc, par conséquent, puisqu'il y a tellement plus d'ondes à l'extérieur qu'à l'intérieur, à un moment, ces deux plaques doivent se rapprocher. C'est en gros ça l'effet dit de Casimir. Et l'effet dit de Casimir, on disait, oh mais attendez, hein, les gars, c'est peut-être parce que les plaques, elles sont électriques, et donc les électrostatiques font qu'elles s'accrochent, de toute façon, il y a des imperfections, etc. Donc, il y avait encore des gros doutes avec cet effet
dit de Casimir. Par contre, à partir du moment où on a pu extraire des photons du vide grâce à l'effet dit de Casimir dynamique, ou l'effet dynamique de Casimir, là, il a bien fallu se rendre compte qu'à partir de rien, on ne peut pas créer. Or, si vous avez des photons qui sortent de quelque chose qui n'existe pas et qui est vide, on a un problème. Ça en pose beaucoup des problèmes. Le premier, c'est qu'on se dit, bon, ben, le vide, il y a quelque chose dedans. Deuxièmement, ça pose aussi la question de pourquoi est-ce que si c'est vide, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qui fait que subitement, on peut avoir des photons qui sortent? Qu'est-ce qui fait que ce vide, qui paraît en général tellement bien à l'équilibre qu'on ne peut pas voir qu'il y a du vide, tout d'un coup il se déséquilibre et il y a ça? Une des réponses possibles, en tout cas, c'est d'imaginer le vide comme une structure qui est parfaitement à l'équilibre. Je m'explique. Si vous avez deux vecteurs qui poussent comme ceci, vous n'allez, si jamais ils sont parfaitement équilibrés, vous n'aurez pas conscience qu'il y a une force. Moi, quand je suis comme ça sur la Terre, j'ai une force qui pousse vers le sol et j'ai la force de réaction qui pousse dans l'autre sens. Ça s'appelle l'équilibre. Si je ne suis pas en équilibre de ces deux forces, soit je monte, soit je descends. Donc, par conséquent, il doit avoir peut-être une structure géométrique qui permet d'expliquer cet équilibre. Alors, si jamais on calcule ça en vecteur, on regarde ça en vecteur, c'est assez marrant parce que si je fais ça, tôt ou tard, je vais avoir un problème dans cette addition vectorielle. Si j'en rajoute un troisième, ça ne marchera pas. Un quatrième, enfin bref, on va arriver à ce qu'on appelle un vecteur d'équilibre. Et je n'ai pas le modèle en tête, mais je crois qu'il doit y avoir 12 vecteurs qui vont rentrer, qui vont se mettre en équilibre. Et là, d'un point de vue géométrique en tout cas, on est dans une structure physique qui tient la route. Et comme par hasard, ces structures en équilibre, elles permettent une croissance harmonique. Ça veut dire que cette structure en équilibre permet d'avoir des modèles au-dessus et en dessous. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, on verra plus tard, mais l'organisation de l'univers en trou noir permet des organisations en échelle aussi. Donc, toujours est-il que notre vide ne l'est plus. Vous allez toujours trouver des gens qui vont dire mais c'est une blague, le vide il est vide, regardez, j'avance, je ne vois rien. Ah oui, ok. Donc, pour tous ces gens qui pensent que tout ce qu'ils voient est la réalité et tout ce qu'ils lisent est la réalité, ils ont eu un petit choc. Et ce petit choc, c'est que le rayon du proton, tout à coup, il a décidé de rétrécir. En fait, le fait que le rayon du proton a rétréci, c'est pas juste un phénomène où on dit tiens, c'est embêtant. Mais dans le modèle standard, tout ce qui permettait de déterminer le modèle du proton, qu'on appelle en fait le QED, ainsi que le facteur G du muon, ce sont des termes très techniques, mais c'est en fait basé sur le rayon du proton. Le fait que le rayon du proton varie, ça nous dit que le QED est faux. Et donc le modèle standard est faux aussi. Donc notre modèle standard qu'on a bâti depuis 70 ans, il est fameusement ébranlé par ça. C'est beaucoup plus fondamental qu'un phénomène de mode où on se dit ben oui, c'est pas grave, il a rétréci et alors on utilisera de nouvelles valeurs. Non, c'est différent. Et en fait, il a rétréci tout simplement parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle l'hydrogène ionique. L'hydrogène, c'est un élément qui a un proton et un électron. Et le fait de prendre l'hydrogène ionique, on prend simplement, non pas un électron, mais on va prendre quelque chose qui est, je crois, 207 fois plus lourd. Donc, on a des plus précises.
Et il faut savoir que Randolph Paul, le gars qui a découvert ça au départ, il ne pensait absolument pas que le proton pouvait rétrécir. Il ne cherchait qu'à avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Il voulait trouver les 12 chiffres qui étaient après les valeurs qu'on avait trouvées. Donc il ne pensait absolument pas que ce rayon allait rétrécir, et le pauvre, quand il a vu que ce rayon n'était pas juste, il s'est dit, attendez, on a fait une erreur les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il a d'abord bien sûr cru que c'était sa méthodologie qui était fausse, tellement que le concept du rayon du proton était bien ainsi. Et puis, après 3 ans de vérification, ils se sont dit, bon, ok, c'est pas ça, notre rayon, vraiment, on est juste, on est bon. Et il a encore fallu 3 ans pour que d'autres laboratoires le confirment. Donc, c'est ce que vous avez ici, la confirmation que le rayon du proton a diminué. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la mesure précédente, mais vous avez les 2 mesures qui ont permis de voir que le rayon du proton n'était pas juste et ne correspondent pas. C'est tout à fait logique, on est dans l'expérimentation. Si j'essaie de vous mesurer avec 1 mètre, j'aurai 1m65, 1m65,5, 1m65,1. Je n'aurai jamais exactement la même valeur. Oui? Je pense peut-être que pour que ce soit plus clair, il faut préciser qu'au niveau du proton, on n'a pas d'équation, on n'a pas de formule alimentaire. Donc la notion de taille du proton est une notion par expérimentation. Autant on a des équations pour le cosmologique, autant pour le proton, on n'a rien. Et donc, en fait, c'est le changement qualitatif des outils d'observation qui ont montré qu'en fait, les premières mesures, elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a des outils statistiques pour essayer de définir cette fameuse taille du proton, qui n'est pas analytique, qui est expérimentale. Exact. C'est expérimental, et de fait, c'est bien parce qu'on évolue dans la technologie que l'on a une précision plus forte. Et ça fait un scandale parce que justement, quand on fait des mesures expérimentales, on a toujours des doutes sur comment on a fait la mesure, si la mesure est bien faite ou mal faite. Et donc, c'est pour ça que ces 2 années, 3 années d'études sur la manière, les protocoles de mesure, pour se rendre compte que finalement, c'était parfaitement fait. Parfait. C'était juste... Merci. Ce qui est intéressant aussi dans ce que Jean-Jacques vient de dire, c'est que ce sont donc des mesures expérimentales. Nassim, lui, par son modèle, il n'est pas dans l'expérimental, il le calcule, ce rayon. Et que son rayon calculé, dans ce genre d'ordre de grandeur, tombe entre les 2 valeurs. En général, d'ailleurs, quand on mesure quelque chose, on a une valeur au-dessus, une valeur en dessous, puis on affine et on se retombe un peu plus au milieu. Donc, peut-être qu'un jour ou l'autre, les expérimentations seront suffisantes pour avoir la valeur que prédit Nassim, ce qui serait, selon moi, un argument en plus, bien que je ne pense pas qu'on ait besoin de ce genre d'argument. Ce que vous allez voir après est suffisamment parlant. Donc, l'interaction forte, c'est ce qui permettait, j'en ai déjà parlé au début, de voir que les éléments dans le noyau devaient rester ensemble, etc. Donc, il y a toute une théorie qui a été bâtie. C'est intéressant aussi, quand on relit l'histoire des sciences, de se rendre compte que les pères fondateurs, quand ils ont commencé à construire cette théorie, étaient assez mécontents de leurs résultats. Ils s'attendaient à quelque chose de révolutionnaire, ils s'attendaient à quelque chose de nouveau. On a mis une brique sur un édifice après une autre brique. Et la plupart de ces pères fondateurs disaient, on fait ça parce qu'on est bien obligé, mais ça ne nous plaît absolument pas la méthode dont on est obligé de résoudre ça. Et on a essayé tout le temps d'expliquer ou de rajouter des choses, y compris Gauss, quand il a fait sa théorie des cordes. Au départ, il a fait sa théorie en pensant la détruire. Il pensait prouver qu'elle n'existait pas. Et puis il est tombé sur sa théorie des cordes en disant « Oh chouette, ça fonctionne !» Et donc ça a marché. Mais quand on lit l'histoire des sciences, on se rend bien compte qu'il n'y croyait pas au départ. Et finalement, on arrive maintenant à un problème où on a le proton qui n'a plus la même taille, etc. Et donc, la plupart maintenant, en tout cas il y a beaucoup de scientifiques qui ont l'honnêteté de dire
ben voilà, on ne sait pas vraiment où on va arriver. S'il n'y a pas un petit miracle qui se passe, ce modèle standard, à un moment ou à un autre, on pourra l'enterrer. C'est là-dedans que la théorie de Nassim peut être extrêmement utile. De nouveau, Nassim, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu un parcours académique qu'il n'a pas étudié. Je pense qu'il a dû étudier beaucoup plus que les gens qui sont à la limite dans des études universitaires. Moi, personnellement, je passais mon temps au bar. Donc, bon. Mais ici, ce que Nassim a refait, c'est de dire, ben voilà, puisqu'il y a la torsion, le couple, et on se rend compte que aussi bien Schwarzschild, Necker et Newman n'ont mis ça dans leur solution aux équations d'Einstein, ça vaut la peine de le faire, et ils ont donné une nouvelle solution aux équations d'Einstein avec Elisabeth Rauscher. Donc, un autre article intéressant, c'est lorsque Nassim commence à essayer de prouver que la matière ne s'organise pas n'importe comment, mais s'organise selon une échelle de trous noirs. Et donc, les trous noirs, quand on étudie, quand on calcule, c'est assez simple, la relation de Schwarzschild, 2Gm sur C carré, et que l'on regarde par exemple l'univers qui vaut 10 exposant 55 grammes, si je mets ça dans mon équation, je vais avoir le rayon de l'univers. Ça signifie que l'univers tel qu'on le connaît correspond à un trou noir. Mathématiquement, nous sommes à l'intérieur d'un trou noir. Et si jamais il prend l'univers, s'il prend des galaxies, l'atome, il retrouve une organisation en trou noir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons, entre ces différentes entités, nous avons des lois d'échelle aussi. Nous avons des progressions qui sont, par exemple, harmoniques. Ce n'est donc pas aléatoire. Il y a un ordre qui existe dans cette disposition. Ce n'est pas un gros pétard qui explose et on a toute la matière qui se disperse partout. C'est quelque chose qui est très organisé. Vous avez ici une autre échelle, vous avez une autre forme d'organisation. Vous voyez que si jamais on prend le logarithme des rayons et des masses, on va avoir une progression entre la masse de Planck, la masse de Schwarzschild, etc., etc. Et il a fait ça en fait pour prouver que la masse du proton trou noir, parce qu'à l'époque, en 2005, je pense, on me disait, mais attends, un proton trou noir, tu rigoles ou quoi? Ah, je crois que c'était 2010. 2009, ok. Donc, en 2009, quand il a sorti ça, on lui a dit, mais attends, un proton trou noir, c'est pas possible, etc., etc. Et donc, il a dit, ben écoutez, la plupart des événements que l'on voit ont une corrélation, alors que notre petit proton, ici, il a une masse qui est beaucoup plus faible. Donc, peut-être qu'il faudra imaginer à un moment ou à un autre que le proton est peut-être bien un trou noir. Donc, dans le Schwarzschild proton, qu'est-ce que Nassim a fait? Il a essayé justement de voir, est-ce que tout d'abord, c'est possible de faire d'un proton un proton trou noir. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Il a la valeur énergétique du vide qui est renormalisée, 10 exposant 93 grammes par centimètre cube, et il a la taille du proton. Donc, il a aussi l'équation de Schwarzschild, et quand on met le rayon du proton classique, 10-13 cm, dans cette équation, il va obtenir
une masse de 10 exposant 14 grammes. Est-ce que je peux, avec cette masse énergétique du vide, en le mettant dans ce petit proton, avoir quelque chose qui vaut 10, au moins 10 exposant 14 grammes? C'est une démarche assez logique. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'il a en fait un chiffre beaucoup plus important que les 10 exposant 14 grammes. Il obtient en fait 10 exposant 55 grammes, qui est ce qui est généralement admis comme la masse de l'univers. Donc, de nouveau, il va faire un petit lien. Il va se dire que il y a certainement un lien entre cette masse de l'univers et le volume du proton. Et il nous dit la quantité de masse énergie à l'intérieur du volume d'un proton en termes de petites fluctuations du vide de Planck est équivalente à la masse généralement admise comme la masse de l'univers. Okay. Cela implique que toutes les informations de tous les autres protons dans l'univers pourraient être exprimées par l'information de l'énergie du vide à l'intérieur d'un seul proton. C'est d'une grande pertinence en faveur d'un mécanisme holographique. Il s'agirait dans ce cas d'un mécanisme dans lequel l'influence holographique de l'information de 10 exposant 80 protons, 10 exposant 80 protons, c'est l'ensemble des protons de l'univers. Ça correspond aux 10 exposant 55 grammes, interagit avec un seul proton et produirait la valeur exacte de la masse au repos de ce proton, qui est de l'ordre de 10 moins 24 grammes. Donc, voici le calcul que Nassim a fait. Il obtient la valeur, bien sûr, c'est encore avec les valeurs de l'époque, donc par rapport au rayon, et il obtient donc les chiffres que je vous ai donnés. Son but étant de prouver que l'interaction forte est due à ce phénomène, il va prendre les caractéristiques de l'interaction forte. L'interaction forte, il y a l'intensité. Et l'intensité, on dit que si l'intensité de la gravité est de 1, l'intensité de la force forte sera de l'ordre de 10 exposant 38 à 10 exposant 39 fois plus grand. Or, où est-ce qu'on retrouve ce 10 exposant 38? C'est en fait la valeur entre la masse du proton telle qu'on la mesure, telle qu'on la pèse chez nous, et c'est la différence donc entre votre fameux proton trou noir. Et donc par conséquent, Nassim n'est pas stupide, il sait qu'il y a un écart. Donc au contraire, cet écart prouve qu'il est dans le bon. Et donc cet écart, c'est en fait la valeur de la force forte. L'autre chose que l'on peut connaître, ce n'est pas l'intensité, ça on l'a déjà vu, mais c'est le temps d'interaction et aussi la fréquence, puisqu'il y a une relation entre le temps d'interaction et la fréquence, donc il a calculé aussi, et on se retrouve dans cet ordre de valeur. Donc voilà. Alors, on arrive maintenant à son dernier article, la gravité quantique et la masse holographique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on veut étudier ce que c'est que la gravité, il y a un paquet d'équations. C'est pas évident de pouvoir rentrer dans ces équations, de les comprendre, etc.
La gravité expliquée par Nassim, elle est extrêmement simple. Et Nassim va donc tout d'abord utiliser son modèle holographique, donc un modèle géographique, puisque c'est un rapport de graphie de l'intérieur sur l'extérieur. Il va utiliser à l'échelle de la physique des grands ensembles et à l'échelle des tout petits ensembles. Donc à l'échelle cosmologique, il va prendre le cas du trou noir qui est le mieux documenté, Cygnus X1, et puis il va prendre le cas pour l'échelle quantique du proton. C'est extrêmement simple à comprendre, c'est séduisant. On remplit un volume de petites sphères de Planck et on regarde combien il y a de petites surfaces de Planck sur la surface de l'horizon. Donc c'est un simple calcul pi r cube, 4 de pi r cube, je pense qu'on apprend ça à l'école primaire, et pi r carré, c'est aussi dans ce ordre-là. Je pense que n'importe qui peut comprendre ceci. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la quantité de volume de Planck, et attention, ce qu'on parle évidemment, c'est l'oscillation du vide à l'intérieur de cette sphère de Planck. Donc, la quantité de volume de Planck oscillant dans le volume de Cygnus 1 sur la quantité de surface équatoriale de Planck sur l'horizon de surface de Cygnus 1, ça nous donne un rapport sans dimension. Donc on multiplie ça par la masse de Planck et on va obtenir la masse de Cygnus 1. Voici l'explication par un petit dessin. Vous avez donc, je le répète, les petites sphères à l'intérieur qui sont la quantité de petites sphères à l'intérieur divisée par la surface de plan équatorial à l'extérieur, et ça nous donne, multiplié par la masse de Planck, où je vous rappelle que cette masse de Planck posait un problème de hiérarchie entre les masses. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on obtient exactement la même valeur avec une géométrie holographique ou avec la solution de l'équation de Schwarzschild. Rien que ça, c'est déjà extraordinaire. Le nombre de calculs qu'il y a derrière la solution de Schwarzschild, et ceci, c'est pas mal. En plus, c'est valable pour tous les trous noirs, c'est libre de toute expression relativiste, et surtout, ça utilise des quantités discrètes de Planck, donc on va pouvoir utiliser peut-être un jour ou l'autre, le jour où la gravité elle deviendra discrète grâce à ça, c'est parce qu'on peut la modéliser grâce à des volumes de Planck. Maintenant, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière finalement cette géométrie, eh bien, on va simplement reprendre les 4 tiers de pi r cube, puisqu'on a une longueur de Planck, donc on va redonner les vraies valeurs à ce genre de concept, et on va voir qu'on peut exprimer, par exemple, le rayon holographique est égal donc à la masse holographique, c'est donc ce qu'on appelait avant la masse de trou noir ou la masse de Schwarzschild, divisé par la masse de Planck, multiplié par 2 fois la longueur de Planck. En fait, ça nous dit, d'une façon, je dirais, d'une expression orale, un nombre discret de masse de Planck, contenu dans n'importe quelle masse donnée, multiplié par 2 fois la longueur de Planck, qui est une quantité discrète aussi, va générer le rayon holographique qui est équivalent au rayon de Schwarzschild. Donc, ça précise bien qu'on a bien une forme non relativiste calculée à partir de petites quantités discrètes oscillantes qui génère une solution quantifiée. Puisque on a déjà été un stade plus loin, si on développe les valeurs qui sont cachées derrière les définitions finalement de la masse de Planck et de la longueur de Planck que vous avez ici,
on va en fait retomber sur la formule de Schwarzschild. Voilà pourquoi on retrouvait exactement à la décimale ou à la centième de décimale près les mêmes valeurs. Ce qui est extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce qu'une solution géographique peut donner une solution de ce type? Quels sont les liens ensemble? Donc, à l'échelle du proton, est-ce que ça fonctionne aussi? Ben, la réponse, vous vous en doutez, sinon je ne serai pas ici, c'est oui. On a une masse holographique qui sera égale donc au nombre de petites sphères de Planck contenues dans le volume du proton, divisé par le nombre de surfaces équatoriales à la surface du proton, multiplié par la masse de Planck, et on va obtenir cette valeur-là, ce qui va évidemment, puisque c'est la même formule, être l'exacte valeur de la solution de Schwarzschild. On a donc bien une solution qui fonctionne aussi bien en cosmologie que quantique. Alors voilà de nouveau ce que ça donne au point de vue graphique. Mais de nouveau, c'est ici que Nassim nous étonne encore plus. Parce que pour l'instant, on est dans des masses, je vous rappelle, de Schwarzschild ou des trous noirs, où les gens se disent, oui, mais bon, c'est une masse de Schwarzschild, c'est une masse, mais quand je regarde la mesure que l'on pèse, où l'on pèse notre proton, moi, quand je vois, entre guillemets, ma balance, je vais dire 10,24 grammes. C'est une réalité, c'est du concret. Vous pouvez me dire que ça vaut 10 exposant 14, mais bon, moi, je vois ce que je vois. Et j'avais un énorme problème de compréhension lorsque Nassim m'a dit, ben voilà, le proton trou noir, il vaut 10 exposant 14 grammes. Ben là, je me suis dit, ok, je ne vais pas rester dans cette salle s'ils sont en train de me faire gober qu'un proton, ça peut peser 10 exposant 14 grammes. C'est trop, moi je ne peux pas, je vois la mesure, je connais les mesures, je sais comment elles sont faites, je peux les voir. Et donc, quand j'ai visité Nassim, je lui ai dit, écoute, là, ça va pas, quoi. Et puis il m'a dit, ben voilà, réfléchis à ça, ça et ça. Et puis finalement, je suis dans un club de plongée sous-marine, et c'est en faisant une apnée, je suis sous l'eau, et je réfléchis à ce problème. Et je me dis, ben en fait, à partir du moment où je serai en train de peser une bouteille, si je vois monsieur qui a sa bouteille d'eau, si jamais, bon, mettons pour les calculs assez simples, on a une bouteille d'1 litre. Si jamais je pèse cette bouteille d'1 litre, qui serait dans un plastique extrêmement léger, et que j'ai une balance, ça c'est ma balance, je la mets dessus. Elle est vide. Imaginons que mon récipient c'est 1 gramme. Qu'est-ce que je vois? 1 gramme. Je mets 1 litre d'eau, je vais avoir 1 kilo, parce qu'1 litre d'eau pure, imaginons qu'elle soit pure, c'est 1 kilo. Le contenant et le contenu. Donc je vais avoir 1 kilo et 1 gramme. 1000,001 grammes. D'accord? Maintenant, je remplis ceci d'eau. Je suis dans la piscine. Et je regarde ce qui se passe. Grâce à Archimède, donc je vais avoir sur ma balance une valeur de 1 gramme. On a 2 mesures et les 2 observateurs sont justes. Ils ont tous les 2 raison. Maintenant, quand on réfléchit au vide et qu'on peut imaginer grâce à l'expérience de Casimir dynamique que le vide n'est pas vide, et qu'on sait que le vide est partout, qu'il m'équilibre aussi bien, parce que dans toutes les petites sphères que j'ai en moi, les plus petits volumes que j'ai en moi, j'ai du vide. Je suis donc en parfait équilibre avec ça. Donc je ne ressens pas que, en fait,
Cette bouteille, elle pèse globalement 1 kg et 1 gramme. Mon expérience physique, c'est qu'elle ne pèse qu'1 gramme. Et donc, en fait, Nassim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser ce rapport. Il va donc, au lieu de faire le nombre de sphères à l'intérieur du volume divisé par le nombre de surfaces équatoriales à l'extérieur, il va simplement dire, ben voilà, je vais prendre le nombre de sphères à l'extérieur que je vais diviser par le nombre de surfaces équatoriales à l'extérieur de ma sphère, sur l'horizon des événements, et je vais diviser ça par le nombre de sphères de Planck qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? J'obtiens la masse du proton au repos, du proton standard. Bien entendu, il y a un facteur 2 qui est là. Pourquoi? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut continuer les recherches. Il faut voir pourquoi est-ce qu'il y a ce facteur 2. Mais c'est exceptionnel, parce que cela prouve que le proton trou noir et la masse du proton au repos sont liés. Dans mon exemple ici, cela prouve que la valeur de ma masse, de ma bouteille, dans l'eau et en dehors de l'eau, sont liées aussi. Et qu'est-ce qui va lier la masse de ma bouteille dans l'eau et en dehors de l'eau? Ben, la densité de l'eau, en fait. Qu'est-ce qui va lier ces deux valeurs? Les fluctuations de vide dans mon volume. C'est exactement le même raisonnement. C'est simple, c'est élégant, compréhensible. Donc, de nouveau, si on va plus loin et que de votre solution géométrique, il est évident que si jamais je prends la valeur du rayon du proton qui est calculé par ce modèle-là, j'obtiens l'exacte valeur du proton, de la masse du proton au repos. Et c'est sans doute ce qu'on va voir plus tard. Donc pour l'instant, on a une petite différence qui n'est pas énorme. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'une simple inversion de la relation graphique donne une masse au repos du proton. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que en science, il y a énormément de choses qui ne sont pas encore parfaitement intégrées ou connues. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'énergie? On peut donner des définitions. On sait qu'il y a de l'énergie calorique, de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, de l'énergie thermique. Mais qu'est-ce que c'est que réellement de l'énergie? C'est pas évident à exprimer. Et on avait exactement ce même problème avec la masse. Personne ne pouvait expliquer exactement ce qu'était que la masse. Or, la masse intervient dans pratiquement toutes nos formules. Vous l'avez dans la gravité, évidemment, Gm sur d carré. Mais vous l'avez dans la force. La force est égale à la masse fois l'accélération. Vous l'avez dans plein de concepts qui sont reliés à ça, vous avez la masse qui intervient. Or, on ne sait pas définir, on ne comprend pas ce que c'est exactement la masse. Ça pose un grand problème, et maintenant on a peut-être une solution. On voit que la masse, c'est finalement un rapport de quelque chose. Donc, si jamais, comme on l'a fait avec la physique cosmologique, on remet les valeurs de Planck dans ceci, on va obtenir ça. Donc la masse au repos du proton s'exprime en fonction de son rayon, de la longueur de Planck et de la masse de Planck. Si jamais maintenant, donc, oui, je vous ai dit donc que Nassim avait calculé le rayon du proton. Voici le calcul qu'il a utilisé. Le rayon du proton, il a mis un petit prime parce que c'est celui qui est calculé.
est donc égal à ceci, c'est tout simple. Et donc il obtient une valeur du proton. On voit que la dernière valeur est celle-ci. Elle est assez proche. Donc maintenant, si on continue à remplacer Ml et L par leurs valeurs, on aura 2 ml carré sur la masse holographique. Donc il y a une relation claire entre la masse holographique du proton et la masse du proton au repos, qui est ici. Et cette relation, elle est claire, elle est donnée par ceci. Et donc finalement, le problème de hiérarchie qu'on avait, ce fameux 10-5, il trouve aussi sa solution dans cette solution. Non seulement Nassim explique ce qu'est la masse, mais en plus, il explique le problème, il donne une solution au problème de hiérarchie. La masse énergie, MH, comme la masse au repos du proton, découle d'une même quantité primaire des entités de Planck. Bon, ici, c'est plus technique, mais en fait, la valeur de la constante de couplage entre la gravité et le confinement à l'échelle du proton, c'est une des valeurs que l'on peut démontrer. Nassim nous dit juste, ben voilà, puisqu'on a un rapport géométrique, autant lui donner une valeur de constante qu'on va appeler phi. Et lorsque l'on prend cette constante 4 phi carré, on va obtenir exactement les mêmes valeurs. Bon, ce n'est pas exactement les mêmes valeurs, de nouveau pourquoi? Là, c'est dans le modèle évidemment standard. Ça, c'est dans ce que Nassim nous donne. C'est aussi amusant de voir que l'on a une forme géométrique qui nous donne quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Et donc, la différence qu'on a entre ces deux nombres provient évidemment de la différence entre le rayon théorique. Mais si on prend le rayon théorique et le rayon dans ces formules, on va retrouver l'exacte valeur de la constante de couplage. Bon, il y a encore quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est quelque chose d'assez embêtant en fait, parce qu'il faut encore comprendre pourquoi la force gravitationnelle, puisque le but est d'essayer de se passer de la force forte, qui fonctionne pour les petites particules. Pourquoi la force gravitationnelle, elle, a une décroissance par d carré, on en a parlé tantôt. Donc, plus la distance augmente, plus la force diminue. Par contre, on a ce qu'on appelle le phénomène de drop-off, c'est-à-dire que la décroissance, à un certain moment, tout d'un coup, l'attraction entre deux protons diminue subitement. Pour les scientifiques, je sais qu'à la liberté asymptotique, j'en ai parlé hier, revenez à la présentation d'hier. Donc c'est une simplification. Et donc voilà ce qui se passe. Il faut essayer de comprendre pourquoi l'attraction entre deux protons, je dirais à un rayon en gros du proton, tout d'un coup n'existe plus, alors que si vous avez la Terre et que vous essayez de faire un petit saut d'1 mètre ou deux, vous allez toujours être attiré par la Terre. Même si vous êtes en avion, vous allez être attiré par la Terre. Si vous êtes à 384 000 km, ce qui est la distance de la Terre et de la Lune, vous voyez qu'il y a une attraction. On n'a pas ce phénomène de drop-off par rapport à la gravité. Et donc, pour expliquer ça, il fallait comprendre comment ça fonctionne. Et Nassim, dans ses travaux, va utiliser la relation du potentiel de Yukawa. Bref, il a en tout cas une explication. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais il peut l'expliquer.
Maintenant, comme je vous dis, c'est une recherche en continu, et donc par conséquent, tout doit encore s'affiner, continuer. Donc voilà ce qu'on a vu. Pour conclure, hier on a eu quelques échanges par rapport à ça, et c'est assez chouette parce que j'ai pu discuter avec pas mal de gens, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans des recherches personnelles et qui sont occupées à essayer, je dirais, de leur maison, d'essayer de changer aussi l'environnement. Et je trouve ça super chouette parce qu'il y a des possibilités. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a une énergie dans le vide, ça permet en tout cas d'essayer de l'extraire, ça permet d'essayer d'en faire quelque chose. J'ai rencontré hier quelqu'un qui m'a parlé d'un moteur avec de l'eau et qu'on pouvait utiliser. C'est vrai qu'il y a des vidéos aussi où on voit qu'on peut mettre par exemple 20% d'eau, et c'est une méthode en fait qui permet de séparer automatiquement l'hydrogène et l'oxygène, et en se recombinant, on a l'énergie qui se fait et ça redonne de l'eau. Mais si je reprends mon exemple de l'eau et la piscine, si on sait qu'on est dans une piscine et qu'il y a de l'eau, enfin maintenant on peut essayer de trouver un système qui permet d'utiliser cette eau. Et c'est évidemment un bouleversement mondial. Plus besoin de compagnies pétrolières, puisqu'on peut produire notre énergie, ou on pourra produire notre énergie. Plus besoin de polluer tout. Plus besoin d'énergie nucléaire. Parce que pour l'instant, ce qui se passe à Fukushima, ça ne va pas être réjouissant. On va la voir, c'est clair, sans du tout être alarmiste. Mais on l'a déjà, mais quand... Les jet stream, on les a déjà. Oui, tout à fait, mais en plus, on a vu les effets. Quand à Kauai, on est en face, on a vu des poissons qui sont mutés, on a vu des végétaux qui sont mutés, donc le taux de césium est beaucoup plus fort que ce qu'on a. De toute façon, si on peut trouver autre chose, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site résonance.is, et vous aurez ici le département scientifique. Vous cliquez, ou sinon vous pouvez profiter, vous balader dans le site. Voilà, je vous remercie de votre attention.